Bienvenue à ce 4e apérotique. Alors apérotique, pour rappeler juste un tout petit peu qu'est-ce que c'est une grande soirée, débat, discussion autour des nouvelles technologies avec une thématique bien précise. Donc ce soir c'est l'accessibilité au numérique. Ça va se passer en 3 temps. Donc d'abord une première partie avec des interventions. Je vais vous présenter après les intervenants, parce que ce soir c'est exclusivement féminin. Où on va pouvoir commencer à lancer le débat, à discuter sur l'accessibilité au numérique. Évidemment, si vous avez la moindre question, vous pouvez intervenir au moment où on intervient. Enfin, on ne va pas attendre la fin si vous avez des questions. C'est ouvert à tout le monde, on peut discuter ensemble. Ensuite, on va continuer la discussion autour des pôles de démonstration. Donc, on a mis plusieurs au fond à disposition avec des tablettes et des ordinateurs pour un petit peu illustrer la première partie d'explication. Et on va continuer cette soirée autour d'un apéritif, parce que sinon c'est pas drôle, où là on va pouvoir continuer aussi à discuter évidemment sur cette thématique. Donc ce soir c'est le 4e apérotique, l'année dernière on en a fait 3 déjà, avec à chaque fois une thématique différente. L'idée c'est d'en faire un à peu près tous les 3 mois. Voilà, donc c'est souvent les mercredis soirs, enfin jusqu'ici toujours les mercredis soirs, et voilà. Donc nous, cette soirée est organisée par l'espace public numérique, donc la groupe d'ordinateurs, vous connaissez pratiquement tous ici. Donc on est un des secteurs d'activité de l'association Salle Saint-Bruno, où nous sommes ce soir, donc c'est le siège de l'association où nous sommes là ce soir, et on est un des secteurs d'activité de cette association. Donc qui, je le rappelle, est une association d'associations qui existe depuis plus de 20 ans dans le quartier. Voilà. Donc, à la suite de cette soirée, il y aura 2 ateliers consacrés à un thème qui touche une fois de plus à l'accessibilité au numérique, donc à l'espace public numérique. Il y aura 2 ateliers. Donc, le prochain, ce sera le mercredi 12 mars. Je reviendrai un petit peu après. Ce sera comment paramétrer un petit peu son ordinateur, notamment si on a des problèmes de vue, auditifs, etc. Il existe un certain nombre d'outils, on va en parler, qui permettent de simplifier ces usages-là. Et on aura un autre atelier, donc le 26 mars, sur les tablettes, avec des applications aussi qui peuvent simplifier bien des usages pour des personnes qui parfois ou ne maîtrisent pas la langue ou ont des difficultés, surtout de vue, ou même audio. Voilà. D'ailleurs, dans les pôles de démonstration, il y a ces applications et ces logiciels qu'on a mis à disposition pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Sinon, si tout se passe bien, le prochain apérotique aura lieu le 21 mai et ce sera sur l'économie du numérique. Voilà, vaste débat aussi. Donc, je vais vous présenter les 3 intervenantes de ce soir. Donc, la première à ma gauche, c'est Valérie Peugeot. Qui a participé, mais elle va après nous expliquer ce qu'elle a fait, à un rapport sur l'inclusion numérique, si je ne dis pas de bêtises, qui est à disposition aussi, sur lequel vous pourrez consulter. Donc il y a Claire Verdier, ici, donc, qui travaille dans une association donc, qui s'appelle le CEFIL, donc, pour tout ce qui est partie linguistique, donc on va y revenir après. Et je vous présente Céline Ramos à ma droite, qui travaille chez Emmaüs Connect. Donc là, elle va aussi vous décrire après tout ce qu'ils font par rapport à l'accessibilité au numérique. Donc je vais de ce pas laisser la parole à Valérie. Bonsoir. Juste effectivement quelques mots pour préciser un peu d'où je parle. Donc moi d'abord, ça fait 15 ans que je travaille, j'ai travaillé d'abord comme salarié puis comme bénévole maintenant dans une association qui s'appelle VECAM et qui milite autour des enjeux sociaux, politiques, liés aux technologies d'information et numérique. Et puis depuis un an maintenant, un peu plus d'1 an, je participe aux travaux du Conseil national du numérique. Alors le Conseil national du numérique, c'est une instance qui a été créée il y a 3-4 ans maintenant, et qui aide le gouvernement à construire ses politiques en matière de numérique. Donc le gouvernement, on est 30 personnes, 30 membres. La
particularité de ce conseil, c'est que d'abord, on est moitié homme, moitié femme, moitié moins de 40 ans, moitié plus de 40 ans, et avec des gens qui viennent d'horizons très très divers. Il y a des gens qui sont chercheurs, d'autres qui sont plutôt dans l'économie du web, des startups, d'autres qui sont dans des grandes institutions, donc une grande diversité, ce qui rend le travail assez passionnant. Donc le gouvernement nous confie des missions, nous saisit en disant voilà, on a un sujet sur lequel on a besoin d'y voir clair, allez-y, travaillez, ils n'arrêtent pas de nous saisir d'ailleurs. Et donc l'année dernière, ils nous ont demandé de travailler sur les questions de fracture numérique, d'inclusion numérique. Et après, je dirais 6 mois de travail à peu près, on a pris beaucoup de temps pour écouter les gens qui sont, voilà, comme ceux qui sont à mes côtés. Maëlys a participé à nos travaux, entre autres, Maëlys Connect a participé à nos travaux. Mais on a d'abord longuement écouté et puis on a fini par produire ce rapport. Donc il y a effectivement un exemplaire à consulter à la sortie, mais de toute façon vous pouvez le télécharger sur le web si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans ces questions. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le rapport, je vous rassure, parce que sinon on passerait toute la soirée ensemble. Mais pour donner quelques lignes importantes qui sont sorties de nos travaux. D'abord, un point de départ qui peut paraître une banalité, mais je pense que c'est important de le rappeler. Le numérique, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un secteur économique, comme on a tendance à le traiter, ou ce n'est pas qu'un petit bouquet de technologies bien identifiées, ordinateur, Internet, etc. En fait, le numérique aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne parle plus tellement d'Internet, mais on parle de numérique en général. Le numérique, c'est des choses qui se glissent dans toutes nos activités, aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle, et qui remplacent des tas de pratiques historiques. On écrit de moins en moins de courriers, on envoie de plus en plus de mails, on organise des rencontres, en plus des rencontres physiques comme ce soir, mais on a aussi d'autres formes de sociabilité qui passent par les réseaux sociaux en ligne. On déporte une partie de nos achats via le web, on transforme nos mobilités en utilisant des plateformes en ligne qui nous permettent soit tout simplement d'acheter un billet en ligne, mais aussi de trouver des gens qui vont nous transporter dans leur voiture. On consomme nos livres, nos musiques, etc. Aussi sur des supports numériques. Bref, tout ça vous le connaissez bien sûr, mais ce qu'on a en général de la difficulté à appréhender, c'est la profondeur de cette imbrication dans le numérique dans tous les aspects de notre vie. Et ceci est un phénomène de fond qui ne va que aller en continuant, s'approfondissant, et il va toucher à la fois nos manières de travailler, nos manières de nous relier aux autres, nos manières d'échanger, nos manières de nous déplacer, nos manières de nous soigner. On parle de plus en plus de e-santé, etc., etc. Donc, une fois qu'on a compris la profondeur de ce changement, la question aujourd'hui, c'est plus tellement simplement de savoir si on... C'est pour ça que ce sera aussi un débat peut-être qu'on aura dans la deuxième partie, mais pas seulement la question de l'accès au sens où on l'entendait à la fin des années 90, au début des années 2000, l'idée, la priorité quand on parlait de lutte contre la fracture numérique, c'était vraiment que tout le monde ait accès à un ordinateur et à Internet, alors soit un accès à la maison ou un accès via un VPN, un lieu comme la route d'ordinateur ou d'autres. C'était vraiment ce qui était au cœur des politiques en matière de fracture numérique, cette question équipement-accès. Et ça se résumait grosso modo à ça. Plus, bien sûr, un peu d'accompagnement, mais je dirais de l'accompagnement, la formation sur les usages élémentaires, qui était être capable d'envoyer un mail, être capable de faire un achat en ligne, éventuellement remplir un formulaire, voilà, les usages élémentaires. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette intrusion du numérique dans tous les aspects de notre vie, en fait, les besoins en apprentissage, les besoins en montée de compétences, ils sont de plus en plus quotidiens. Ils se glissent dans tous les aspects de notre vie. Par exemple, on apprend à scanner ses objets à une caisse de Monoprix. Bon, ça peut paraître trivial, mais je sais que c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'histoire de nos sociétés. On avait toujours affaire à des caissières. Aujourd'hui, on a encore le choix, peut-être que demain, il n'y aura plus de caissière. Donc, il faudra bien que tout le monde apprenne à scanner ses objets à la caisse du Monoprix. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de se répandre à vitesse accélérée. Et donc, la question aujourd'hui n'est plus seulement d'avoir accès à un ordinateur, parce qu'en plus, de plus en plus de parties de plus en plus importantes de la population a accès au web, etc., via des téléphones. Même sans ordinateur, on a
qu'il y a des tas de choses formidables qu'on peut faire depuis un téléphone. La question aujourd'hui, c'est vraiment d'être en capacité de maîtriser tous ces outils qui arrivent dans nos vies, qui déboulent dans nos vies. Et qui dit maîtriser, ça veut dire ne pas les subir, que ce ne soit pas une source de souffrance, que ce ne soit pas une source d'exclusion, que ce ne soit pas une source de difficulté par rapport à d'autres difficultés qu'on peut avoir dans sa vie, mais au contraire que le numérique soit une source d'opportunités, de nouveaux possibles, de changements, de transformation personnelle ou de transformation collective. Donc c'est vraiment ça l'idée, et c'est pour ça que dans le rapport on a aussi fait un glissement un peu de vocabulaire, mais on pourra en discuter avec Maëlle, parce que j'ai vu qu'elle affichait le terme fracture numérique. Nous on a un petit peu, je dirais, mis un peu au rencard le terme de fracture numérique parce qu'il nous paraît très daté, c'est-à-dire qu'il nous paraît associé à l'époque fin années 90, début 2000, où on faisait tout pour concentrer tous les efforts sur l'accès à l'ordinateur Internet. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment l'accompagnement dans la montée en compétences pour que tout le monde puisse être un citoyen à part entière de cette société du numérique qui nous paraît la priorité. C'est pour ça qu'on a appelé le rapport citoyen d'une société numérique. Alors, au passage, on se rend compte, enfin, quand on a fait ce travail, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'idées reçues. Donc, les idées reçues, c'est aussi pour ça qu'on a un peu voté en touche sur la fracture numérique. Quand on pense fracture, on a l'impression qu'il y a un dedans et un dehors. Et donc, les politiques du numérique, leur but, ça serait de faire que les gens qui sont dehors rentrent dedans. Ceux qui sont exclus du numérique rentrent dans le numérique. Et en fait, ça nous paraît aussi une vision un peu datée parce que, comme on aura toujours des nouvelles choses à apprendre, il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent, tous les jours, l'innovation technologique ne s'arrête pas. Puisque c'est un mouvement de fond qui ne va pas s'arrêter, il n'y a pas un dedans, il y a un dehors et un dehors. Il y aura tout le temps des gens dehors et tout le temps des gens à aider, à accompagner dans cette montée en compétences. Et puis, l'autre idée reçue sur laquelle on a pas mal buté, c'est de penser que les gens qui sont dehors, justement, qui sont exclus, sont un peu toujours, quand on lit les rapports, les grandes enquêtes, du Crédoc et autres, c'est grosso modo les gens qui ont des difficultés avec le numérique, c'est des personnes âgées, des personnes qui ont un faible bagage culturel, éducationnel, et les gens qui ont des problèmes économiques. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que souvent c'est la double peine ou la triple peine. Mais en même temps, c'est pas vrai parce qu'on s'aperçoit que dans chaque catégorie de population, quand on zoome de plus près, quand on regarde de plus près, on rencontre des gens qui peuvent n'avoir ni problème économique, ni problème culturel, ni problème social, ni rien du tout, et qui pour autant vont être en grande difficulté avec le numérique. Et à l'inverse, on a des gens qui sont en grande, on va dire, difficulté personnelle et pour qui le numérique n'est pas un problème. Quelques exemples, du côté de ceux qui a priori ne rentreraient pas dans le public en difficulté, vous avez des cadres supérieurs, pas de problème économique, etc., qui n'ont jamais touché un ordinateur parce qu'ils avaient une secrétaire, ils se retrouvent à la retraite, ils sont complètement à la ramasse alors que leurs femmes, leurs enfants, etc., sont très à l'aise avec le numérique et en plus ils ne l'assument pas. Pour eux, c'est un vrai problème. Ce n'est pas la population sur laquelle je vais pleurer en priorité, c'est pour vous dire qu'on retrouve dans des différentes populations ce genre de difficultés. Et à l'inverse, vous avez des jeunes qui sont, par exemple, des jeunes qui vivent dans la rue, donc qui ont a priori des grandes difficultés de sociabilité, de trouver un emploi, etc. Mais eux, toucher un ordinateur, un téléphone, c'est vraiment pas un problème pour eux. Donc voilà, donc vous voyez, les catégories, quand on les regarde de plus près, elles sont beaucoup plus fines à comprendre. Et ce qui est très important pour nous, et ça je pense que les voisines en parleront aussi, c'est que le numérique en soi ne produit rien. Le numérique n'est ni bon ni mauvais. Comme toute technologie, c'est la manière dont on s'en empare, c'est la manière dont les sociétés en font quelque chose qui va rendre le numérique positif ou négatif. Et donc un même outil, par exemple, vous prenez la situation d'une femme qui vit en province, seule avec ses enfants, voilà. Le numérique, ça peut être soit pour elle une manière de garder des liens via les réseaux, de ne pas se sentir trop isolée, de garder contact avec des amis ou de rencontrer des gens. Ou à l'inverse, ça peut être, elle rentre, elle a eu sa journée de travail, ses 2 heures de voiture, les enfants, etc. Et le soir, il faudra encore qu'elle retourne se mettre sur les réseaux. Et c'est une charge, c'est quelque chose qui lui pèse et qui est vécu comme plutôt une source de violence. Et donc, elle se replie sur elle-même par rapport au numérique. Donc, vous voyez,
il n'y a pas de bon ou mauvais numérique. Il y a ce qu'on va vouloir en faire collectivement. C'est ça qui est très très important. Alors, face à cette question de comment on accompagne toute une population à être des citoyens actifs du numérique, je disais que l'essentiel c'est la compétence, la montée en compétence. Mais cette montée en compétence, alors nous on a utilisé un terme un peu barbare, qui est le terme de littératie, qui est un mot qui vient de l'anglais, qu'on ne l'a pas inventé. Un mot qui vient de l'anglais, qui est adapté en français, qui est utilisé par l'OCDE, par d'autres institutions internationales. Pourquoi on a pris ce mot-là? Parce que, en fait, pour montrer que c'était un bouquet de compétences, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste apprendre à manier une souris, enfin, il faut sortir de l'époque où on apprenait des usages élémentaires. Et donc, dans ce bouquet de compétences, il peut y avoir, ça va être l'exemple de notre prochain débat, comprendre comment marche le monde de l'économie du numérique. Donc, je trouve ça formidable que vous fassiez ça, parce que les gens, en fait, ils sont un peu passifs face aux services web, etc. Ils ne comprennent pas comment ça marche. Par exemple, tout le monde pense que ce qui est gratuit est gratuit. Je fais exprès de... C'est-à-dire, vous allez vous envoyer un mail sur Gmail, vous pensez que c'est gratuit. Bah, non, c'est pas gratuit. Vous ne payez pas avec de l'attention, vous ne payez pas avec de la monnaie, bien sûr. Le service est en apparence gratuit, mais vous payez parce que vous donnez votre temps d'attention à Google, vous laissez des traces, et ces traces, c'est des données que ensuite Google va vendre. Vous payez autrement. Ben ça, c'est pas très évident à comprendre. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Donc, avoir un minimum de culture générale pour savoir comment les technologies rentrent dans notre société, ce qu'elles y produisent, ce qui s'y passe, comment ça fonctionne, les arcanes de l'économie numérique, voilà le type de compétences qu'on a. Alors, à minima, on ne va pas tous faire un doctorat en économie numérique, on est d'accord. Mais avoir une culture générale sur ces questions-là me paraît absolument essentiel. Et puis, on a besoin de construire un savoir critique, ça va avec, bien sûr, et on a besoin, on va avoir besoin en permanence d'apprendre à faire de nouvelles choses. C'est-à-dire, je vous parlais de l'e-santé, les personnes âgées, vous savez qu'il y a un grand courant en ce moment, j'aime pas ce terme-là, mais vous comprenez de quoi je parle, ça s'appelle la silver economy. On se dit, on est face à des silver parce que les cheveux argentés, donc on est face à une population qui vieillit, donc on va développer des tas de nouveaux dispositifs techniques qui vont nous permettre d'aider les personnes âgées à rester plus longtemps chez elles, ce qui au passage va coûter moins cher à la sécu, etc. Tout ça, évidemment, une vision de l'économie derrière. Donc, cette silver economy, si on dit qu'on maintient les gens plus longtemps à domicile, par exemple, on met des petits dispositifs sur les bras des personnes très âgées qui ont du mal avec l'équilibre, de manière à ce que si elles tombent, au bout de 5 ou 10 minutes, elles ne se relèvent pas, il y a une alarme qui est déclenchée automatiquement. Bon. Voilà, cet exemple-là, la personne âgée, il faut l'accompagner pour qu'elle comprenne à quoi sert ce dispositif. Et puis, il faut veiller à ce que ça ne produise pas une perte de lien social, que ça ne produise pas plus de solitude, parce que, par exemple, ces enfants se diront c'est bon, ces petits-enfants, mamie, elle a son dispositif, c'est que j'ai plus besoin d'appeler ou passer. Alors, il y a plein de choses à mettre en place autour de l'arrivée de... Je vous donne cet exemple-là, mais on pourrait en trouver plein d'autres. Et puis, aussi dans les savoirs à acquérir, et ça, c'est vraiment la magie du web, c'est que le numérique nous donne aussi les moyens d'être des acteurs, des producteurs, des créateurs. On n'est pas seulement des consommateurs. Ça, c'est la grande différence avec, l'économie telle qu'on l'a connue avant le numérique. Sur le web, on peut tous potentiellement, je ne dis pas qu'on est tous capables de le faire, mais potentiellement, on peut tous écrire sur le web. Alors, quand je dis écrire sur le web, ça peut être mettre un like sur Facebook, ça peut être mettre 2 phrases de commentaires sur un site de e-commerce en disant, par exemple, sur TripAdvisor, en disant j'ai beaucoup aimé cet hôtel. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires, mais ça peut être aussi des choses plus ambitieuses, par exemple participer à l'écriture collaborative en corrigeant un article sur Wikipédia. Ça peut être même avoir son propre blog, ça peut être participer à un projet collectif qui utilise des plateformes en ligne. Donc voilà, c'est un formidable outil pour être des acteurs, producteurs, et aussi c'est un formidable outil pour ce qu'on appelle l'innovation sociale, c'est-à-dire tout ce bouillonnement créatif qui est porté par le tissu associatif, par l'économie sociale et solidaire, par une partie de ce qu'on appelle l'économie collaborative, etc., s'appuie sur le numérique pour inventer des choses. Et l'innovation sociale, c'est celle qui répond aux
trou pour la raquette, si je puis dire, c'est-à-dire c'est celle qui va répondre à des besoins qui ne sont portés ni par le marché ni par l'État. Et Dieu sait qu'en ce moment, et l'État et le marché sont absents sur plein de besoins sociaux. Donc cette innovation sociale, elle peut se servir du numérique pour inventer des tas de choses formidables. Je prends des exemples, je prends quelques exemples du côté de l'économie collaborative. On a toujours, historiquement, les humains ont pratiqué l'hospitalité. Mais l'hospitalité, elle se faisait par des réseaux familiaux, de connaissances, de sociabilité proches. Voilà. Aujourd'hui, avec un site comme Couchsurfing, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, vous pouvez aller, vous pouvez recevoir des inconnus chez vous si vous avez un lit ou un canapé qui est libre et voyager gratuitement pour aller chez d'autres inconnus. C'est quelque chose que le numérique a permis. Il a permis de créer des nouvelles formes de sociabilité, de voyage pour des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas se payer d'hôtel, qui ne peuvent même pas se payer une chambre d'hôte. Grâce au Couchsurfing, ils vont pouvoir voyager. L'autostop, on a tous connu l'autostop. Aujourd'hui, avec un service comme BlaBlaCar, vous pouvez voyager, partager une voiture, c'est plus écolo, ça évite qu'il y ait un bonhomme tout seul dans la voiture, on se met à 3, 4, 5 dedans. Et en même temps, ça permet de faire des rencontres éphémères qu'on n'aurait pas fait autrement. Voilà, et ça permet aussi de voyager, là on n'osait pas tous tendre le pouce au bord de la route, je veux dire, à un certain âge on arrête ce genre de choses, avec BlaBlaCar, on peut voyager avec des inconnus, pas cher, et rencontrer des gens. Voilà, donc vous voyez, il y a aussi toute cette dimension-là. Alors, pour finir, parce que je pense que je suis déjà en train d'exploser dans le temps, c'est quand on appuie sur le bouton, après, ne faut pas hésiter à m'arrêter. Si vous avez des questions aussi, enfin, oui. vous pouvez lever la main. Oui, n'hésitez pas à l'interrompre. On a des micros à disposition dans la salle aussi. Hein. Non, mais je vais juste finir sur un point et puis on peut tout à fait reprendre après. Donc, tout cet accompagnement dans les apprentissages, un des points très importants qu'on a souligné dans le rapport, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin de médiateurs numériques, de médiation numérique, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir nous aider les uns et les autres dans ces nouveaux apprentissages. Alors, qui sont ces médiateurs numériques? C'est bien sûr des lieux comme d'ordinateurs, ce qu'on appelle les EPL, les ECM, enfin tous ces lieux qui existent maintenant depuis 10-12 ans, qui font un travail formidable, mais déjà ces lieux-là, on en avait parlé avec Virginie, sont déjà en train d'évoluer dans leur métier. Hein. On voit bien quand on fait plus la même chose qu'il y a 5 ans, 6 ans ou 7 ans, ça change parce que les besoins changent, les demandes changent. Donc voilà, il y a la difficulté pour les animateurs de PN, mais je ne pourrais pas en parler de Virginie, c'est qu'eux-mêmes doivent monter aussi en compétences pour accompagner ces nouveaux besoins, inventer des nouveaux projets, etc., qui répondent à cette réalité. Mais on voit bien que le tissu de ces lieux qui existent déjà ne suffit pas. Alors, il y a d'autres lieux qui apparaissent en ce moment, qui ont un peu d'autres positionnements. On parle beaucoup en ce moment des tiers-lieux, hein, donc les Living Labs, les Fab Labs, etc., qui font des choses complémentaires, ou parfois qui croisent avec ce que font les EPL. Donc ça, c'est très important, et je pense qu'il faut enrichir ce tissu de ce qu'on appelle les tiers-lieux, qui peuvent accueillir le public. Mais un autre point très important pour nous, c'est qu'on pense que ces médiations numériques, elles doivent se glisser dans tous les lieux où on accueille déjà des publics, sans que la vocation première du lieu ait quelque chose à voir avec le numérique. C'est-à-dire que dans la maison de retraite, par exemple, il faut que les personnes qui sont dans la maison de retraite soient capables d'aider les résidents de la maison de retraite, par exemple, à utiliser Skype pour pouvoir garder un lien avec leur enfant ou leur petit-enfant qui est parti de toute la France ou de la planète. Voilà, je prends un petit exemple concret. Et donc ça, aujourd'hui, les animateurs de maison de retraite, ils ne savent pas forcément que les outils existent, ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas forcément les outils pour, etc. etc. Donc c'est les animateurs de maison de retraite, mais c'est les animateurs de centres sociaux, ce sont tous les acteurs du travail social. Hein. Les travailleurs sociaux aujourd'hui ne sont pas du tout formés pour appréhender le numérique. Et c'est une catastrophe. Donc, et eux, ça les désarçonne complètement dans leur travail. Ils ne savent pas comment attraper ça. Je prends toujours cet exemple qui est particulièrement frappant d'un enfant qui a été placé en foyer loin de éloigné de sa famille parce qu'il subissait des violences psychologiques. L'assistant social vient faire la visite régulière auprès de l'enfant et trouve l'enfant devant un ordinateur en train de parler à ses parents via Skype. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit interdire ça? Ou est-ce qu'au contraire, il se dit finalement c'est une manière de garder un lien avec sa famille tout en protégeant? Est-ce qu'il va quand même subir des violences psychologiques via Skype ou pas, etc. etc. Bon. Et
préparer, les papiers, c'est pas quoi faire. Voilà, vous voyez, il y a ces médiations-là, la place du numérique, elle va concerner tous les gens qui accueillent le public, et y compris dans le secteur privé d'ailleurs. C'est pas que dans le secteur associatif. Hein. L'entreprise aussi, il y a tous ces bouleversements à l'intérieur de l'entreprise et les entreprises qui accueillent du public. Voilà, je m'arrête là, je pourrais dire encore plein de choses, mais je pense que c'est mieux qu'on puisse échanger et que les autres puissent prendre la parole. Et du coup, on va pouvoir parler notamment avec Céline d'Emmaüs Connect par rapport aux freins pour l'accessibilité au numérique. Et un des freins aussi, mais qui existe toujours, c'est un des freins financiers. Où malgré tout, même si de plus en plus de personnes sont équipées, il y a quand même toute une partie de la population qui ne peut pas ou l'être aussi. Et je pense que Céline va pouvoir mieux nous expliquer cette partie-là. Je voulais juste préciser aussi que la soirée est filmée et photographiée. Donc si jamais il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse sur le film ou les photos, qu'elles nous signalent à la fin de la soirée ou à Antoine ou à l'un de nous pour qu'on puisse masquer vos visages, etc. qu'on ne vous reconnaisse pas. Voilà, alors attention, la vidéo elle ne sortira pas de... Enfin, bien sûr elle va être diffusée sur internet via notre site. Elle ne sortira pas, non, si elle sort. Elle va sur internet, pardon. Mais en tout cas, les photos, etc., on ne va pas les utiliser. Enfin, elles vont juste servir à illustrer les soirées et ça ne sortira pas, en tout cas, à l'extérieur. Voilà, je veux juste préciser ça, donc je passe la parole à Céline. Bonsoir à tous. Je suis Céline Ramos, chargée de mission chez Emmaüs Connect, une association qui existe depuis 2010. Nous existons en vérité depuis 2013, depuis février 2013, l'association, mais le dispositif Connexion Solidaire, dont je vais vous parler, existe lui depuis 2010. Au départ, nous sommes un dispositif qui émane d'un chantier d'insertion. Un chantier d'insertion, Emmaüs, donc Emmaüs Défi. On est parti du constat en fait que les personnes qui ont un projet d'insertion ont énormément besoin des télécommunications pour activer leur réseau, trouver un travail, chercher un logement, chercher des solutions à leurs problématiques sociales et financières, etc. Or, c'est justement à ce moment-là où elles en ont le plus besoin que ces personnes sont privées de l'accès aux télécommunications pour des raisons essentiellement financières. Quelles sont-elles? Déjà, les faibles revenus. Donc, on ne va pas, par exemple, si on parle des abonnements téléphoniques, on ne va pas prendre un abonnement téléphonique si on ne sait pas de quoi demain sera fait, si on est en situation de précarité. On ne va pas prendre un engagement avec un opérateur alors qu'on ne sait pas si on va avoir le compte approvisionné à la fin du mois. De même, certaines personnes n'ont pas de compte courant, ont simplement un livret A et ne peuvent, dans ce cas, avoir accès aux offres en forfait. Donc les forfaits, c'est beaucoup moins cher que les cartes prépayées. On achète un grand volume de télécommunications, on le paye moins cher. C'est pareil pour beaucoup de produits finalement. Et donc quand on achète des cartes prépayées, on les paye 3 à 5 fois plus cher à la minute de télécommunication que ce qu'on va payer dans un forfait. Du coup, on se retrouve avec ce qu'on appelle une pénalité de pauvreté. Non seulement on est en situation de pauvreté, mais on paye encore plus cher que les autres l'accès aux télécommunications. Pour Internet, c'est pareil. Soit on n'y a pas accès, soit on va payer beaucoup plus cher à travers du prépayé notamment. Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire Emmaüs Connect à travers le dispositif Connexion Solidaire? Tout d'abord, c'est rendre cet accès aux télécommunications plus facile, plus à la portée des petits revenus et des personnes en situation de précarité. Donc, nous avons un dispositif sur 3 volets. Le premier, bien sûr, c'est l'accès aux télécommunications, un accès à une offre
prépayés à tarif solidaire, 3 à 6 fois moins cher que le prix du marché. Donc toujours sur orientation d'un travailleur social qui lui va faire l'évaluation de la problématique sociale de la personne et qui va donc, orienter vers nos services pour une période de 18 mois maximum. Pendant ces 18 mois, la personne va faire beaucoup d'économies, non seulement va payer moins cher son accès aux télécommunications, donc téléphonie et Internet compris, mais aussi va pouvoir justement communiquer davantage, parce que c'est à ce moment-là qu'il en a le plus besoin pour justement se sortir de cette passe difficile. Voilà, nous croyons que le numérique est un levier d'insertion formidable et que dans notre société connectée, on ne peut plus se passer du numérique. On est obligé de suivre, de s'adapter à ce changement sociétal qui s'est opéré ces 30 dernières années. Grand virage surtout, voilà. Donc, voilà, le changement s'est opéré. Maintenant, il faut pouvoir le suivre. L'accès ne suffit pas, bien sûr. C'est pour ça que nous avons également, nous sommes en train de développer de plus en plus aussi des services pour développer les usages des télécommunications. Parce qu'avoir accès à Internet ou à l'ordinateur, ça devient de plus en plus répandu. Et encore que quand on est en situation de précarité, encore une fois, acheter un ordinateur, c'est un gros projet. Donc nous vendons des ordinateurs d'occasion que les personnes peuvent payer en plusieurs fois. Nous avons des ordinateurs portables qui sont entre 140 et 160 €. On peut payer en plusieurs fois, on a 3 mois pour payer. On s'adapte aux problématiques des personnes. Vous n'avez pas par exemple, si les personnes n'ont pas de compte courant, elles ne vont pas pouvoir faire un petit crédit pour acheter leur ordinateur. Donc, elles peuvent payer en plusieurs fois en liquide. Une fois que les personnes ont acheté cet ordinateur, elles ont 12 heures de formation gratuite avec l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on va les former sur cet outil qu'elles viennent d'acheter. C'est important quand on achète un ordinateur, surtout si c'est le premier, d'avoir une initiation. Parce que sinon, c'est vrai qu'on va être impressionné par l'appareil et ça risque justement de créer une gêne et un accès moins bénéfique au numérique. Voilà, donc le volet accès à une offre solidaire, le volet aussi équipement, donc on vend des téléphones et des ordinateurs reconditionnés via des chantiers d'insertion. Donc là, ça reste aussi dans le cercle vertueux du projet. On travaille donc avec les ateliers du bocage, qui est une structure d'Emmaüs, et aussi Ecoder, qui est une entreprise d'insertion comportant un ESAT. Un ESAT, c'est une entreprise adaptée pour des personnes en situation de handicap. Donc l'accès, l'accès et la formation. Nous avons aussi développé des ateliers, notamment réussir ces démarches par téléphone. Parce que justement, quand on est dans une situation de précarité, on va faire beaucoup de démarches pour s'en sortir. On a énormément de choses à faire. Être au RSA, par exemple, c'est un travail, c'est un emploi du temps, parfois de 35 heures plein. C'est vraiment, il faut non seulement avoir énormément de compétences, savoir où se tourner, quel langage adopter, et puis quand on appelle un service, plutôt que de se déplacer et d'aller sur place, on perd 70% de la communication, parce que 70% de la communication est non verbale.
Le téléphone, c'est un exercice difficile. Donc il faut partir de son objectif, il faut être clair, etc. et savoir ce qu'on va devoir donner comme élément pour obtenir gain de cause. Donc on fait de l'entraînement, on a des ateliers où en petits groupes, on s'entraîne vraiment à appeler, faire les démarches avec des mises en situation. Voilà, j'essaye de vous parler un petit peu de ce qu'on fait, et puis on travaille beaucoup en réseau avec surtout le secteur de l'action sociale. On travaille donc avec le département, donc la DAZES, les services sociaux départementaux de la DAZES, avec tout le mouvement Emmaüs aussi, avec lequel on a de très bons rapports, et puis des associations telles que Aurore, le groupe SOS, etc., qui sont des associations assez importantes et qui orientent donc leurs usagers quand ils repèrent qu'ils ont un problème d'accès au numérique, que ce soit financier, culturel ou tout simplement d'usage. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait regarder une vidéo. Ce sont 3 bénéficiaires de Connexion Solidaire qui s'expriment sur l'impact du numérique dans leur vie et ce que ça leur apporte de bon. Parce que là, je vous ai parlé beaucoup des problématiques, mais on va essayer de voir les choses en positif.
Quand tu n'es pas chez toi, tu parles les mêmes choses, la famille te manque. La famille te manque. La seule possibilité pour diminuer cette nostalgie-là, pas autre chose, c'est les téléphones internet. Pour téléphoner, c'est une galère. C'est une galère totale. Donc, si tu ne pouvais pas appeler, donc la tête n'est pas tranquille. C'est avec ma soeur. Il me disait, si j'ai Skype, si tu as ça, on peut se voir, on peut parler au téléphone. Je dis, c'est intéressant ça. Parce que j'ai envie de voir, et puis avec la famille, on ne voit pas l'argent aussi, on ne voit pas les dépenses, on voit que du plaisir. Plaisir, puis c'est moins cher qu'un billet d'avion. Et l'Internet, c'est obligatoire, l'enfant doit le connaître net. Donc, le seul devoir que moi je vais faire, c'est éduquer à eux. Tu peux encadrer l'Internet à la maison aussi, mais les enfants, ils peuvent utiliser l'Internet, faire leurs copains, à l'école. Donc, c'est bien que je sache ce qu'il fait à l'Internet. Donc, ça m'a même donné envie de faire des cours informatiques pour connaître mieux Internet. Voilà, donc on a eu trois parcours différents, que ce soit pour des personnes qui sont vraiment en situation de grande exclusion à la rue, ça devient vital. Pour quelqu'un qui cherche un emploi ou qui veut passer son permis de conduire et faire plein de démarches, ça lui fait gagner du temps, ça lui permet vraiment de mobiliser toute son énergie et d'en perdre le moins possible aussi. Et puis aussi pour le lien social, tout simplement, rester en contact avec sa famille, voilà. Et puis pour la parentalité aussi, suivre un petit peu ce que font les enfants. Et aujourd'hui, je crois que les agendas souvent sont en ligne, enfin à l'école, l'espace numérique de travail. Oui, en fait, maintenant dans les collèges, il y a ce qu'on appelle un espace numérique de travail. Donc c'est un espace collaboratif où les professeurs peuvent mettre en ligne les cours. Comme ça, si les enfants sont absents, ils peuvent suivre les cours de chez eux. Il y a aussi tous les devoirs, il y a les notes. Donc c'est un espace en fait collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a une partie où les parents peuvent aussi utiliser cet outil pour communiquer, discuter, interpeller la maîtresse ou le prof. Alors, il faut faire attention aussi, pas qu'il y ait trop d'intrusion, mais c'est par système de mail. Et il y a aussi donc, le côté où les profs mettent en ligne tout ce qui est fait à l'école, et il y a les élèves qui peuvent aussi participer sur cet espace numérique de travail pour voir leurs notes aussi, ou discuter, etc. Donc maintenant, tous les collèges sont en train de s'équiper parce qu'il y a un nouvel espace numérique de travail, ça s'appelle Paris Classe Numérique en région Île-de-France. Et là, on est en train, nous aussi, dans l'espace public numérique, on est formé à cet outil et on est en train petit à petit de former aussi des parents dans ce sens, parce qu'il y a des demandes aussi. Voilà, donc maintenant ça devient en effet un petit peu imparable aussi, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toute cette première partie? Ouais, il y a Eric. Antoine. Celui-là, il va être assez grand. Peut-être tu peux te lever, Eric? Bah, ou lève-toi. Comme tu veux. On s'entend? Voilà. Le numérique, c'est bien, mais c'est le numérique ennemi de l'homme. Là, bientôt, le train va aller tout seul. Métro, la même chose. Avion, la même chose. Il n'y a pas de caissière dans les grandes surfaces. Et ça, moi, je pense, sont mal fait les choses. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. Et comment on résoudre le problème? Vous dites que le numérique, c'est le meilleur ennemi de l'homme. Non, c'est l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme. Même les usines maintenant, c'est automatique. Il y a beaucoup de robotique comme ça, et ça les ont sécurisés. Alors, après, la prise à cigare, c'est une de vos
Bah oui, il y a d'autres questions, on répond directement. Après moi je peux en parler un petit peu, mais c'est en effet, il y a toute une partie de métiers qui disparaissent, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers qui se créent aussi. Bah oui aussi. Et du coup, après, je ne suis pas une spécialiste non plus, mais je pense que malgré tout, il y a quand même plein de nouveaux métiers qui sont créés aussi dans ce sens. Et voilà, c'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas tous les métiers qui disparaissent et toutes les personnes non plus. Après, je sais pas si. En fait, c'est un vieux débat, c'est un débat qui date des débuts des technologies. On a toujours pensé que la machine allait remplacer l'homme, ça date de la machine à vapeur, etc. C'est quelque chose qu'on a toujours dit. Alors, c'est vrai qu'avec le numérique, il y a vraiment une différence de taille par rapport aux autres phases de l'industrialisation. Et on a l'impression que le remplacement est beaucoup plus massif. Là-dessus, alors après, le problème, c'est que nos outils pour mesurer ce remplacement ne sont pas vraiment au point. C'est vrai qu'il y a une partie de création de nouveaux emplois, autour d'Internet, on va arriver les community managers, c'est-à-dire les gens qui animent les communautés en ligne, par exemple, c'est un métier qui n'existait pas il y a 5 ans. Voilà, il y a ces nouveaux métiers qui arrivent, mais ça pose un problème qui est l'évolution des compétences, parce que dans les entreprises, il faut que tout le monde puisse suivre et se reconvertir, enfin beaucoup de gens puissent suivre et se reconvertir, ce qui n'est pas du tout évident. Moi je le vois dans l'entreprise où je travaille chez Orange, il y a des gens dont le métier c'était de tirer des lignes dans la campagne, des lignes de téléphone, et ils se retrouvent derrière un standard à faire la hotline pour Orange. La reconversion elle est rude, hein. Vraiment elle est très très rude, donc ça peut être des choses violentes. Ça veut dire aussi qu'il faut changer tout notre système éducatif. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans la presse, il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à coder, est-ce qu'il faut faire vraiment rentrer le code dans le coder, c'est-à-dire être capable d'écrire du code, hein, pas seulement lire, consommer, utiliser, mais programmer. Donc là, il y a tout un débat, et de plus en plus, on dit que oui, ça va devenir une nouvelle forme d'alphabétisation. Il faudra que tout le monde ait des bases de code, non pas pour que tout le monde soit développeur demain, mais pour pouvoir interagir avec tous les métiers qui auront à voir avec l'informatique. Donc il faut avoir un minimum de connaissances pour comprendre ce qui se passe derrière l'écran. Voilà, ça c'est un sujet sur lequel on avance. Après, par rapport à votre question, il y a un raisonnement plus macroéconomique. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, structurellement, on va plutôt vers un modèle qui détruit l'emploi et qu'on devrait penser radicalement à une redistribution du travail existant. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement folle. Vous avez des gens qui courent toute la journée, qui travaillent comme des fous, 15 heures par jour, etc. Et puis tous les autres qui sont au chômage, comme le jeune homme qu'on a vu ou d'autres, qui sont sans emploi ou qui sont en emploi partiel, mal rémunéré, etc. Donc moi, je pense qu'on a besoin de faire une redistribution de la masse de travail qui diminue et profiter du temps libéré grâce au numérique. Et ça, c'est un discours qui a beaucoup de mal à passer. Voilà. Comment on peut redistribuer? Parce que c'est un problème de compétence. Et je ne vois pas comment on peut faire rattraper, il y a des personnes qui ne pourront jamais avoir la compétence pour rentrer dans ces milieux technologiques. Et ça, je ne suis pas d'accord. J'ai des exemples, rien que chez les enfants. Il y en a qui sont tout à fait capables, et d'autres pas du tout. Mais d'abord, tous les métiers ne seront pas numériques, même si, voilà, Heureusement, il va rester des métiers qui ne le sont pas, mais... oui, mais c'est sûr qu'un paysan aujourd'hui dans une grande ferme... Je ne peux pas parler du paysan. Non, mais si, le paysan aujourd'hui, son tracteur, il a un ordinateur. Oui, mais je ne parlais pas je parle d'individus aptes ou non à rentrer dans ces technologies. Et je pense qu'il y a toute une catégorie d'individus, qui sont paysans, fils de cadre, qui ne peuvent pas. Ils sont peut-être décrétément citoyens, comme je disais tout à l'heure, ils vont tirer longtemps, mais ils n'y arriveront pas. En fait, d'abord, il y a quelque chose qui peut démarrer très très vite, ça, dès la maternelle. On a besoin de rentrer cette éducation-là. À la maternelle, on ne va pas vous apprendre à utiliser un ordinateur, à coder. Et on va vous apprendre des raisonnements de type algorithmique, etc., qui vont préparer les savoirs en profondeur, des vrais savoirs, pas des compétences. Les savoirs, c'est des choses que... C'est comme la langue, c'est pas des compétences ponctuelles. Donc, des savoirs en profondeur qui ensuite vous permettront d'appréhender les compétences
compétences du numérique, etc. Donc ça se commence dès la maternelle. Non, je sais que ça va être de très longue haleine, mais si on ne le prend pas en charge maintenant, si on ne réforme pas l'école dans ce sens-là, on n'y arrivera pas. Et après, pour tous les autres, c'est pour ça que nous, on parlait de médiation numérique. Je vais passer le micro. Tu en as un deuxième? C'est pour ça qu'on parlait de médiation numérique partout. Et on sait très bien qu'il y aura des gens qui jamais ne seront capables de remplir un formulaire en ligne administratif, par exemple, et donc il faudra bien toujours des gens pour les accompagner. Je parlais des métiers, je parlais pas de métiers. Alors après, sur les métiers, il y a un travail à faire dans l'entreprise. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'en prennent pas la mesure aujourd'hui, y compris des entreprises qui travaillent plus ou moins dans le monde des technologies, je suis bien placée pour savoir, où ils n'ont pas mis en place les processus qui vont permettre aux salariés de s'adapter. En ce moment, par exemple, à la Poste, il y a toute une réflexion sur les métiers de demain du facteur, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a plus de lettres. Donc, les lettres diminuent de façon drastiquement, donc la partie des revenus de la Poste qui est au courrier est en train de disparaître. Donc ils sont en train d'inventer les nouveaux métiers du facteur de demain, et ces nouveaux métiers du facteur de demain, ils passent aussi par des dispositifs qui s'appuient sur du numérique. Faire du contrôle thermique dans les maisons, faire de la certification d'identité numérique, etc. C'est des pistes qui sont en train de travailler, et donc il va falloir accompagner les facteurs sur ces nouveaux métiers. Peut-être ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire la différence entre les personnes qui sont nées dans le numérique, c'est-à-dire vraiment les natifs du numérique, qui aujourd'hui ont au maximum 25, 30 ans, et ceux qui ont appris à vivre avec. Qui ont dû s'adapter en cours de route à cette arrivée. L'utilisation, j'aime bien compte. Je parle des métiers et voilà, les métiers qui ne sont pas reconstruits par les métiers d'ingénieur. Vous parlez des métiers qui disparaissent et qui sont remplacés par des métiers. Ça sera plus facile, je veux dire, par là, que ça sera plus facile pour les générations futures. C'est déjà à cause du numérique. Ça va plus loin. Une question. Oui, il n'y a pas mal. Tu as besoin de micro, peut-être. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut rester au numérique? Parce que vu ce qui vient de se passer ces derniers jours avec la NSA aux États-Unis, la National Security Office, qui exploite mon web, qui espionne tout le monde, et les milliards de données sur Internet. Et quand on dit, en dehors de ça, il y a déjà, je ne sais pas si vous avez suivi enquête exclusive de dimanche passé. Il y a une vague aux États-Unis qu'on appelle les AOC qui disent que maintenant il faut retourner à vivre naturellement. Ils se déconnectent, ils n'utilisent plus l'Internet ni les téléphones. Ils vivent maintenant dans la forêt. Et je ne sais pas, il y en a qui ont vu cette enquête exclusive-là. Ils se déconnectent. Il y en a qui se déconnectent parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils disent, bon, voilà, c'est ce système-là, on a oublié. Par contre, il y en a qui sont dans le système et qui n'en veulent plus et qui cherchent maintenant à lancer une nouvelle forme de vie. Bon, c'est ça que je voulais dire. La question se pose. Deux questions en fait. Sur la question des données, on ne va pas faire tout le débat sur les données personnelles, parce que d'abord ça va être, on va empiéter sur le débat du professionnel de l'éthique, parce que ça va être au cœur évidemment des questions d'économie numérique. Mais simplement, voilà typiquement une illustration des nouveaux apprentissages qu'on doit faire. Apprendre à gérer ses données personnelles, apprendre à régler sur ses applications, sur Facebook, Twitter, etc., de manière à pouvoir protéger ses données.
savoir qu'est-ce qu'on veut partager ou pas. Vous avez ce qu'on appelle les opt-in, opt-out, je ne vais pas rentrer dans la technique maintenant, mais les gens ne savent pas, ils se laissent prendre leurs données sans s'en rendre compte tous les jours quand ils naviguent sur Internet. Alors, il y a des manières de limiter, on ne peut pas complètement empêcher, mais on peut limiter les données qui sont envoyées sur nous. Voilà typiquement des apprentissages qu'on a besoin de faire, et c'est pas facile du tout, c'est pas facile. C'est des choses que vous heurtez. Donc ça c'est pour votre première question. Sur la deuxième, alors, sans chercher forcément la radicalité totale d'aller vivre dans la forêt, etc., mais on a quand même on peut imaginer, il y a de plus en plus de pratiques de déconnexion. Oui, non, mais ça c'est une forme, voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à aller vivre dans la forêt. Par contre, des pratiques de déconnexion se répandent de plus en plus. Les gens se rendent compte qu'il y a une forme d'addiction finalement dans le rapport, notamment au téléphone mobile, plus qu'à l'ordinateur, parce que voilà, on est tenté d'aller voir tout le temps ses mails, ses Facebook, ses machins, etc. Donc on observe des pratiques de déconnexion individuelle où les gens mettent en place des stratagèmes vis-à-vis d'eux-mêmes pour se protéger en quelque sorte de leur addiction. C'est des choses dans mon laboratoire de recherche qu'on regarde de près. Et puis ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui se rendent compte aussi de la nocivité de cette connexion tout le temps et qui mettent en place des règles pour que les gens ne puissent pas se connecter le soir après une certaine heure ou le week-end. Et c'est encore un article, je crois, il y a toujours dans le B, je ne sais plus, qui racontait ces pratiques-là. En Allemagne, je crois que c'est Volkswagen qui a mis ça en place. Alors après, on ne peut pas empêcher la personne de travailler le week-end, on n'est pas dans son appartement, derrière son épaule, mais au moins elle ne peut pas envoyer et recevoir des mails. Donc c'est à la fois l'aider à ne pas être tout le temps connecté, et c'est aussi éviter des logiques de surveillance par le management. Parce que dans des entreprises, où notamment ça touche beaucoup les cadres, où nos supérieurs hiérarchiques qui vous écrivent pendant le week-end, ils attendent la réponse pendant le week-end, et si vous ne répondez pas, vous avez peur de mal vous faire voir, etc., etc. Donc il y a des espèces de logiques pernicieuses qui se mettent en place comme ça. Et donc pour éviter ces dérives de management, des entreprises ont aussi, ils bloquent les mails carrément dans le réseau. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous passent beaucoup de temps sur Internet et se demandent s'ils sont addicts. L'addiction, les cyberaddictions, ça existe et c'est très sérieux. Et il y a un département dans l'hôpital de la région qui traite spécifiquement de ces dépendances. Et il existe un test en fait sur Internet pour voir si on est dépendant. Si on est cyberdépendant. Et les questions, enfin bon, c'est un test très sérieux. Ça vient des États-Unis au départ, parce que c'est là-bas que ça a apparu en premier. Et si vous voulez, je vous donne 2-3 questions. Quand vous n'êtes pas sur Internet, pensez-vous souvent à l'ordinateur, à de précédentes sessions? Avez-vous l'impression que vous devez passer plus de temps connecté pour retrouver les mêmes satisfactions qu'au début? Avez-vous essayé plusieurs fois en vain de contrôler, de diminuer ou d'arrêter votre usage d'Internet? Vous sentez-vous énervé, irritable quand vous essayez de réduire ou d'arrêter Internet? Utilisez-vous Internet pour échapper à des problèmes ou améliorer votre humeur? Après avoir passé ce que vous considérez comme un temps excessif sur Internet et vous être promis de ne pas y retourner le lendemain, vous est-il arrivé de ne pouvoir résister à l'envie de vous connecter le lendemain? Voilà, il y a plein de questions comme ça. Vous avez un test. Ils sont pas fatigués, ils ont remplacé vos cigarettes par Internet. Exact, c'est la même chose en fait. Ce sont des addictions sans substance. Quoi. Et voilà, netaddiction.com, vous avez un test là-dessus. C'est intéressant. Si vous avez dans votre entourage, parmi par exemple vos enfants, jeunes, vous-même. Il y a un autre pays qui souffre beaucoup d'addictions, et c'est le jeu vidéo, c'est la Corée du Sud. Là, ils sont vraiment massifs. Je crois qu'il y a une question, Béatrice. Sinon, moi je suis là, juste, je peux dire. Une remarque, c'est que, effectivement, par rapport aux deux questions qui ont été posées, c'est justement le rôle de la médiation numérique, je pense, c'est aussi d'apporter ce que vous disiez, ce regard critique. Parce que sinon, on est éduqué par l'aspect consommation, c'est-à-dire changer de portable tous les 2 ans, utiliser des applications, c'est sûr, toujours plus simple, qui permettent de faire quelque chose, mais où il n'y a pas justement ce regard critique, d'être capable de dire c'est bien de se déconnecter par moment, de comprendre aussi que c'est des
une logique économique, il y a la surveillance, d'être sensibilisé aux outils libres. Et c'est justement un peu le paradoxe, c'est il faut très bien éduquer au numérique pour être capable de s'en détacher. Et c'est d'où l'importance des lieux et des pratiques de médiation qui vont permettre, parce que ce ne sera pas fait par les entreprises du numérique, de vous dire oui, nous ce qu'on fait quand même, le but c'est que vous passiez de plus en plus de temps avec des consommations et des dépenses en application. Donc c'est toute l'importance un peu d'un service public du numérique qui va être aussi sur ce rôle-là d'apporter du regard critique, de dire c'est bien par moment, c'est pas tout le temps, et de mettre de la nuance, et puis d'amener vers des usages qui peuvent être plus d'acteurs effectivement sur Internet, d'être pas dans la consommation pure, aussi de faciliter la création par les gens sur le numérique, de s'approprier, parce que même les digital natives finalement qui sont hyper connectés, c'est là où on voit les différences de factures d'usage. Si c'est pour faire que du déplacement, d'usage télévisuel sur Internet, ça n'a pas grand intérêt. Or, effectivement, chez les digital natives, c'est pas tant ils sont tous connectés comme alors que les parents ne sont pas. Il y a une grosse différence entre les niveaux sociaux et les niveaux d'éducation. Ceux qui ont des usages qui les tirent vers le bas, d'une certaine manière. Il y avait un chiffre, une remarque qui illustrait bien ça, qui disait plus un fils de cadre qui va sur Internet, plus il augmente ses résultats scolaires. Alors, plus un fils d'ouvrier va sur Internet, plus il baisse ses résultats scolaires. Donc, il y a vraiment aussi cette capacité-là à voir que le numérique n'est pas que positif, et faire de la médiation numérique, c'est aussi sensibiliser à ça, d'où l'importance de cette Juste pour information, les digital natives, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont nées avec les outils du numérique. Je peux dire juste une phrase là-dessus très vite, c'est moi je suis vraiment contre l'usage de ce concept. Le numérique, je suis vraiment très fortement contre. Il y a vraiment des travaux de recherche scientifique qui ont été faits. Je vous renvoie par exemple à un livre qui s'appelle Culture Libre, avec des chercheurs en sciences de l'éducation, etc., qui montrent qu'il n'y a aucune homogénéité de cette classe, de cette catégorie générationnelle, et que dans les soi-disant digital natives, on trouve des gens qui sont aussi bien en souffrance qu'en facilité avec le numérique. Et toujours aussi pour la même raison que j'évoquais au début, c'est-à-dire oui, ils sont, bien sûr, la plupart des enfants, ils savent manipuler une souris, on n'a pas besoin de leur apprendre ce que c'est que d'envoyer un email. Mais ils sont confrontés à d'autres difficultés technologiques. Donc, arrêtons de catégoriser les gens comme ça. Parce qu'en fait, ça très vite, ça dérive sur un discours qui est dit de façon beaucoup plus élégante. Il n'y a qu'à attendre que les jeunes arrivent dans le monde du travail et tout va se résoudre. C'est complètement faux. Il n'y a qu'à attendre que les vieux soient plus là. En gros, c'est un peu ça ce qui est sous-jacent. Je sais bien que je ne sais pas ce que vous avez voulu dire. C'était plus que, à mon sens, c'est plus facile quand on a grandi avec un ordinateur, quoi qu'on ait fait dessus, d'apprendre ensuite d'autres usages que de découvrir un PC à 45 ans. Je suis d'accord, mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce concept parce qu'il conduit à des politiques hyper réductrices. Mais vous l'avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas catégoriser les personnes en ce qui concerne l'accès aux usages. Il y avait une question c'est pas vraiment une question, juste que je pensais en parlant d'addict, en fait, parce que pour moi, on peut être addict par exemple à la télévision, être assis dans un canapé pendant 5, 6 heures, 7, 8 heures, à faire que de la télévision, en fait. Pour moi, le truc, c'est que quand tu as un ordinateur, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu as à faire avec l'ordinateur, en fait, qu'il soit connecté ou pas? De toute façon, quelque part, on est connecté tout le temps, quoi qu'il arrive, avec le portable. Donc, je me dis, le problème pour moi, c'est ça, c'est que. Qu'est-ce que tu fais avec l'ordinateur, en fait? Si c'est une addiction positive ou négative, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu peux être addict, oui, mais il y a des gens qui passent leur vie au téléphone, par exemple. Le téléphone à la maison, au portable, c'est la même chose. Mais je veux dire, parce que je dis que l'histoire d'être connecté, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire d'être connecté? Non, mais je crois que la personne qui a parlé avant vous l'a très bien dit, c'est-à-dire est-ce qu'on se sert de tous ces outils pour, comme ce que nous on a fait gagner en pouvoir d'agir, enfin c'est la traduction qu'on a choisi du
terme anglais empowerment, c'est-à-dire est-ce que ça nous donne des capacités nouvelles pour être des acteurs de nos vies, pour changer nos vies, pour les améliorer, pour participer à des projets collectifs, etc. Ou est-ce que ça nous remet dans une nouvelle situation de consommation? C'est ça la vraie question. Je pense que vous l'avez très bien dit, mademoiselle. Donc ça, ça demande une réflexion de chacun d'entre nous, si c'est pour effectivement... Mais on est chacun responsable quelque part de soi-même. Pardon, vous allez dire on est responsable de soi-même? On peut tomber dans l'addiction. C'est ça le problème, c'est que l'addiction, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et il y a des causes physiologiques, tout simplement. Non, mais c'est pas simplement. Et après, il faudrait qu'on laisse parler la troisième intervention, parce que là, on est en train de déborder. C'est pas. Enfin, là encore, je rejoins la remarque de mademoiselle, c'est que. Bien sûr, il y a une question de responsabilité individuelle, mais pas que. C'est aussi une question éminemment sociale, sociétale, politique. C'est-à-dire que si on ne crée pas les lieux dans lesquels on va comprendre qu'Internet, c'est pas juste aller acheter des fringues ou des bijoux en ligne, ou acheter son billet SNCF, ou je sais quoi, ou aller faire des likes sur Facebook, mais qu'on peut faire aussi plein d'autres choses, des choses beaucoup plus réjouissantes, beaucoup plus créatrices de liens sociaux, etc. S'il n'y a pas ces espaces-là pour s'y frotter, ça ne marche pas. Voilà. Donc là aussi, il y a une responsabilité. On peut parler de service public, je pense qu'il y a une question vraiment de responsabilité de service public pour amener les gens à prendre conscience. Alors, c'est bien sûr l'école, mais ce n'est pas que l'école, c'est plein d'autres lieux où ça peut et ça doit se passer. Et alors justement, pour continuer, pour faire toutes ces belles choses sur Internet, etc., encore faut-il pouvoir y accéder, et notamment il y a un autre frein qui peut aussi être une vraie barrière quand on ne maîtrise pas, c'est la langue. Parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses à lire quand on va sur Internet, mais pas que, même quand on apprend, on commence à utiliser un ordinateur, etc. Et donc je vais laisser la parole à Claire par rapport à ce sujet. Voilà. Bonsoir tout le monde. On va essayer de ne pas trop dévier par rapport à ce qui a été dit ce soir. Mais effectivement, une des questions qui se pose, en tout cas dans ma pratique professionnelle au quotidien, ce n'est pas celle de l'accès en termes d'équipement, bien que ça est souvent un petit peu quand même en jeu, mais voilà, donc pour revenir en arrière, merci Virginie, je dirige un organisme de formation qui est spécialisé dans l'accueil des adultes et je m'occupe de la formation en français. Donc ce peut être des personnes étrangères ou non, peu importe. Mais dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont en difficulté avec la langue française, orale ou écrite. On s'est particulièrement spécialisé dans l'accueil de personnes qui n'ont jamais été scolarisées antérieurement ou qui ont subi un échec scolaire à un moment dans leur cursus. Voilà. Du coup, quand on parle de la nécessité d'avoir accès au numérique, c'est vrai, et j'ai beaucoup de personnes qui y ont accès en termes d'équipement. On parlait de téléphone, j'en ai qui ont des téléphones qui sont bien mieux que le mien, pas de problème, il y en a 3 d'ailleurs, qui n'ont pas d'abonnement et une carte prépayée, ça c'est vrai. Mais la question de l'outil, souvent, il y a une réponse qui est déjà apportée. Par contre, quand on travaille avec une partie de la population qui n'a pas été scolarisée, qui n'a pas d'accès à l'écrit, là, on a un autre problème, qui est que même si on travaille sur l'outil, sur la souris, sur manipuler, etc., le clavier, aller sur le site internet, on parle de l'importance de faciliter l'accès, par exemple, aux démarches administratives. On dit qu'on met en place des sites comme Pôle emploi, ADI.fr, etc., pour pouvoir désengorger les services publics, permettre à chacun d'avoir un accès rapide à tout son dossier personnel. Oui, mais quand on ne sait pas lire et pas écrire, comment fait-on? Alors, on peut mettre en place des cours, mais c'est vrai que l'informatique nécessite certaines logiques. Et ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure de littératie. Moi, j'adhère complètement à ce terme. Parce que c'est au-delà de la lecture et de l'écriture, mais rentrer sur un site internet, c'est rentrer dans une logique de fonctionnement. Déjà, apprendre à lire et à écrire, c'est un certain nombre de processus au niveau cognitif qui sont complexes. On a toute une difficulté pour ce qui est la motricité quand on est adulte.
puisque avant de pouvoir écrire, il faut pouvoir tracer simplement et se repérer dans un espace qui est celui de la feuille, qui est totalement différent de l'espace du tableau, par exemple, quand on est en cours. C'est très intéressant de voir que quand on est en cours, on a un espace d'écriture qui est allongé, celui du tableau, et qu'on demande aux personnes de transférer l'écrit sur une feuille qui est posée dans l'autre sens. Vu de l'extérieur, si on ne réfléchit pas, ça peut finalement être très perturbant. Nous, on a intégré ce système-là, donc on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Ce sont deux espaces différents. Quelqu'un qui n'a pas appris à lire et à écrire, il y a cette difficulté-là. Malgré tout, c'est un objet physique. Au moment où je me mets à écrire, il y a le tracé tout de suite sur la feuille, et quelque part, ce que j'écris s'imprime automatiquement. Si je passe sur l'ordinateur, je vais voir que c'est un objet sans être un objet. Pour la personne, elle n'écrit pas sur une feuille, elle écrit, mais si j'écris sur Internet, où est Internet? Je me demande toujours, c'est quoi? C'est où? Le fait de pouvoir retrouver son écrit depuis n'importe quel ordinateur pose question. C'est au niveau de la représentation mentale, c'est finalement quelque chose de très complexe. De se dire, il y a des données que moi j'écris et qui sont quelque part. Et du coup, les personnes ne réalisent pas non plus, finalement, c'est stocké sur un autre ordinateur, un serveur, quelque part. Pour elles, c'est partout à la fois. C'est dans les fils, c'est dans tous les ordinateurs où elles peuvent aller. Donc, cette notion de stockage, par exemple, est complexe. Le fait qu'on doit aller sur un site internet, on a dans les démarches de recherche d'emploi énormément de sites d'intérim, etc., même simplement pour l'emploi, où il faut remplir un formulaire. Si je remplis un formulaire papier, le simple fait d'écrire valide mon formulaire quelque part, pas sur l'informatique. Je dois amener une démarche supplémentaire qui est de cliquer sur valider. Donc je dois intégrer le fait que mon acte d'écriture n'est pas définitif, tant que je n'ai pas appuyé sur un bouton de validation. Démarche supplémentaire. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui remplissent, puis après qui me disent c'est bon, je l'ai fait. Et puis hop, elles sont parties ailleurs, elles n'ont pas validé. En fait, c'est pas fait. Par exemple. Il y a aussi l'intégration des codes dans la communication. J'envoie un mail à mon conseiller pour lui envoyer un CV mis à jour. Qu'est-ce que j'écris à mon conseiller? D'abord, il faut pouvoir l'écrire, simplement. Et quand je vois un jeune qui a fini par écrire quelque chose et qui marque bisous à la fin, je ne sais pas non. Voilà. Par exemple, c'est pas possible. Il y a un certain nombre de démarches, pour que nous, on oublie les pièces jointes une fois sur deux. La notion de pièce jointe, c'est complexe. Elle est stockée où cette pièce jointe? Moi, j'ai un texte, et puis après, j'ai un document. Finalement, envoyer le courrier, c'était peut-être plus simple. Donc, on a un certain nombre d'éléments comme ça, ne serait-ce que sur le repérage et la façon dont ça fonctionne. Par exemple, allez chercher sur le site amélie.fr si vous avez perdu votre carte vitale. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de trouver une attestation de perte de la carte vitale? Je vous le conseille. J'ai dû mettre une demi-heure, alors que je m'estime à peu près connectée et à peu près addict comme Virginie. Mais voilà, ici, comment est-ce que je vais chercher une attestation? Moi, je me suis dit formulaire, forcément. Après, où? Quoi? Qu'est-ce? Pourquoi? Parce que rentrer sur un site internet nécessite de rentrer dans une logique de classement. Nécessite de rentrer dans une logique de rubrique. Qu'est-ce que c'est une rubrique? Qu'est-ce que c'est un classement? Un classement, c'est rentrer dans une catégorie. Donc, je cherche un élément qui rentre dans une catégorie générale. Et pour ça, il faut avoir la notion de catégorie. Si une personne a des difficultés avec la lecture et l'écriture, elle n'a pas forcément cette notion de catégorie. Et puis pourquoi? Parce que la notion de catégorie, on la met en place dans les apprentissages de la langue et dans l'ensemble des savoirs de base, où on apprend à classer en fonction de critères, notamment de grandes sections plus larges, de rubriques, de catégories, peu importe. Mais si on n'a pas cet accès à la catégorisation, on n'est pas dans l'abstraction déjà au niveau de la langue, du coup passer dans la catégorisation sur un autre secteur, c'est difficile. J'ai des personnes qui n'arrivent pas à classer dans leur classeur. Donc si elles n'arrivent pas à mettre un document dans l'ordre par
dates dans leur classeur et à mettre par rubrique entre français, mathématiques, etc. Comment est-ce que je peux leur demander après d'aller se retrouver sur un site internet selon des rubriques qu'elles n'ont pas créées elles-mêmes et qui émanent d'une hiérarchisation qui a été pensée par quelqu'un d'autre avec un autre système de pensée. Ça vous complexifie énormément la tâche. Donc, finalement, entrer dans tous ces systèmes-là, c'est beaucoup de raisonnement logique. Mais ce raisonnement logique, si au niveau des apprentissages de base n'a pas été mis en place, eh bien, ça perturbe les personnes. Il arrive un moment où, nécessairement, pour pouvoir développer l'accès au numérique, il va falloir développer l'accès à la langue écrite. Il n'y a pas le choix. Parce qu'on a beaucoup de systèmes qui certes sont intuitifs, mais pour manipuler l'intuitif, il faut avoir un raisonnement logique. Il faut un moment, il faut parler de l'ordinateur. Quand l'ordinateur bloque sur quelque chose, il faut rentrer dans le raisonnement de l'ordinateur. Quand tout d'un coup, vous n'arrivez pas à imprimer un document, il faut essayer de parler de l'ordinateur et de se dire, alors voilà, par quel chemin je vais passer pour pouvoir débloquer la chose. C'est pas si évident que ça. Voilà. Donc il faut rentrer dans une forme de raisonnement logique qui est un peu différente, cette forme de raisonnement logique, par rapport au raisonnement logique que l'on utilise au quotidien dans le système de classement. Et il faudra de toute façon rentrer dans la lecture. Parce qu'il est impossible, à certains moments, de rentrer dans un site comme celui-là, même si j'ai intégré la notion de classement et de catégorie. Comment est-ce que je m'y retrouve dans des termes très spécifiques? Quelle différence je fais entre accident du travail et arrêt de travail? Quand on a l'habitude, on a déjà vu ces cas-là, c'est possible. Mais vu de l'extérieur, pour peu qu'on soit une personne étrangère et donc qui ne connaissent pas le système français de sécurité sociale, avec le code du travail, ces termes-là, finalement, sont très proches. Comment est-ce que je les différencie? Où est-ce que je vais? CMU base et CMU complémentaire santé. Moi, j'ai déjà toujours pas compris ce que c'est un ticket modérateur. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec ça? Invalidité. C'est un terme très complexe. Qu'est-ce que c'est invalidité? C'est pas du tout ce qu'on a dans les premiers apprentissages de la langue française. Et puis on n'utilise pas tous les jours ce terme. Soins dentaires, pourquoi pas? Traitement ODF, je ne sais pas. Mandataire déclaration de revenus, je ne sais pas. Qu'a-t-on voulu dire par là? À partir de ce type d'éléments, on doit rentrer, dans la langue, dans le déchiffrage, dans les termes qui sont très complexes parce qu'ils sont associés à un secteur professionnel. Si je passe sur un autre site, si je passe sur Pôle emploi, j'arrive, j'ai deux secteurs différents, j'ai espace employeur, espace demandeur d'emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est un espace au niveau informatique? Ça ne veut rien dire. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Et là aussi, si je suis, moi, demandeur d'emploi et que je veux simplement obtenir une attestation de quelque chose, des indemnités que j'ai reçues dans les 12 derniers mois, je vais où? Ce n'est pas écrit clairement attestation. Donc, il faut que je trouve ma rubrique. Qui plus est, mes deux boules, là, elles sont placées au milieu du reste. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lire, si je vous mets la même chose en russe, je vais vous simplifier, ou en chinois, en japonais, en ce que vous voulez qui n'est pas accessible comme langue, comment pouvez-vous retrouver l'information au milieu de ces éléments-là? C'est pas possible. Pardon? Quand on ne sait pas lire, on ne sait pas lire. Mais justement, c'est pour ça que ça pose question. Même quand on sait lire, ce que je veux dire, c'est que le simple fait de changer de langue va vous poser problème. Alors si en plus je ne sais pas lire, je ne peux pas m'y retrouver. On cumule les problèmes. Le problème, c'est la dématérialisation de l'accueil, parce que de plus en plus de services publics allègent leur accueil physique. Et ça, c'est pour les personnes qui n'écrivent pas le français, c'est dramatique, parce qu'elles n'ont plus quelqu'un en face d'elles pour échanger. Et est-ce qu'il y a des associations qui militent pour qu'il y ait des systèmes comme ça peut exister sur de questions-réponses, comme ça peut exister par exemple sur les portails de bibliothèques? Parce que pour les associations, on peut imaginer qu'on demande à pouvoir poser une question personnelle, enfin vraiment personnelle, sur le site par exemple de la sécurité sociale,
et que des personnes répondent depuis l'organisme. Oui, si la personne a la capacité de rédiger cette question. On en revient toujours au même problème. C'est que si la personne, dans la vie réelle, j'allais dire, je distingue de la vie numérique dans ces cas-là, mais déjà sur une feuille de papier, n'est pas en capacité d'écrire cette question, comment va-t-elle être capable de le faire après sur le site internet, et puis elle va couper le bouton valider, etc. C'est complexe, ça veut dire aussi être capable de savoir, de trouver l'espace où on peut poser la question, qui n'est pas simple, puisque très souvent, rien que la foire aux questions, on a du mal à la trouver. Quand je cherche la page contact sur un site, il m'arrive de jamais la trouver aussi. Donc ça demande une certaine nombre de démarches. Un petit mot pour répondre à votre appellation. Nous, dans le rapport, on a une préconisation très forte pour dire qu'on ne pouvait pas se permettre de supprimer intégralement les interfaces humaines. Il faut qu'on garde des accueils humains. Et donc, comme il y a un problème de moyens, etc., nous, notre préconisation, c'est une mutualisation. C'est-à-dire que vous ayez à Pôle emploi, par exemple, un humain qui puisse aider les personnes publiques dans toutes leurs démarches administratives et pas juste sur Pôle emploi. Qu'ils soient capables de faire aussi une démarche CAF, une démarche préfecture, etc. Parce qu'on sait que cette e-administration est vraiment une source de simplification pour le commun mortel et une source de souffrance énorme pour les publics dont vous parlez. Et pour le coup, c'est citoyen zéro, quoi, quand on est face à ça. Donc on espère qu'ils vont aller vers ces logiques de mutualisation et pas réfléchir chacun en silo, la CAF d'un côté, pour l'emploi de l'autre, etc., pour qu'il y ait systématiquement un accueil et que les gens soient pas obligés de se déplacer partout. Mais voilà, moi je vais vous ajouter aussi un exemple. Quand on va à la poste et qu'on veut envoyer un courrier recommandé, on ne va plus au guichet, on va d'abord à la machine automatique peser sa lettre et appuyer sur une touche spécifique. Il y a toute une démarche, d'abord courrier, après le courrier suivi, et après le courrier recommandé. Et là aussi, on a des choix différents, parce qu'il y a selon le type d'assurance que l'on veut prendre, c'est-à-dire selon le contenu de l'enveloppe, il faut choisir un type d'assurance. Et une fois qu'on a validé toutes ces étapes, y compris tout le vocabulaire, appuyer sur les bonnes touches puisqu'on passe à l'écran tactile, ce qui n'est pas forcément aisé non plus. À ce moment-là, je dois gérer le paiement. Ça aussi, c'est notre démarche. J'ai beaucoup de publics qui n'ont pas de carte bancaire. Or, ce n'est pas du coup payable en monnaie comme ça pour tout le monde. Et une fois que j'ai récupéré ça, je vais voir mon humain au guichet pour qu'il me valide mon recommandé. Mais on va quand même me demander de remplir à la main le document avec l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, et si je ne sais pas lire, pas écrire, eh bien, ce document-là, je ne peux pas non plus le remplir seul. En plus, c'est écrit tout petit, enfin, c'est une toute petite ligne pour remplir, c'est assez complexe. Ce numérique est partout, et il pose des questions. J'ai des choses aussi surprenantes avec des personnes qui ont des téléphones portables. J'ai des personnes qui ont du mal à décrocher, parce que sur l'écran tactile, il faut glisser le doigt sur l'écran pour décrocher. Au niveau de la motricité, ce n'est pas si facile. Il faut la bonne pression, la bonne vitesse. Donc ça, c'est un entraînement. Des personnes qui, du coup, ont du mal à maîtriser leur répertoire, qui ne maîtrisent pas la calculatrice sur leur téléphone, alors qu'elles sont en grand besoin justement de faire quelques calculs. Voilà, on a plein de situations de personnes qui ont les outils et qui finalement, de par le manque d'accès à la lecture, ne sont pas en capacité de maîtriser l'outil en général. Voilà. À titre d'exemple, je voudrais parler des métiers qu'on a créés chez Connexion Solidaire. Nous vendons des cartes prépayées. Ça, on peut en acheter au bureau de tabac. On les vend beaucoup moins cher, bien sûr. Mais les personnes, parfois, quand elles viennent acheter leur carte prépayée, en fait, c'est un petit coupon. Dessus, il y a un code. Ça va recharger un compte quand on va pouvoir appeler après. Et il y a des personnes, justement, qui ont des problèmes pour lire les chiffres et pour faire toutes ces étapes pour recharger. Et donc, à l'accueil, non seulement on vend les cartes, mais on les aide à charger. On leur montre comment il faut charger. Et puis, certaines n'ont pas leurs lunettes. Elles n'ont pas pris leurs lunettes. Souvent, elles ont des problèmes d'alphabétisation, elles ne savent pas reconnaître les chiffres, elles ne vont pas pouvoir faire ça. Et ce n'est pas au bureau de tabac qu'on va les aider à le faire en général. Donc, ce sont des nouveaux métiers aussi qui s'ouvrent, des métiers de médiateurs en fait,
des passeurs. Et on a donc aussi des conseillers en connexion solidaire qui vont faire aussi de la médiation. Quand il y a des personnes qui ont un litige avec l'opérateur et qui n'ont peut-être pas le jargon aussi pour pouvoir s'entretenir et obtenir gain de cause. Donc nous, on intervient aussi à ce niveau-là pour parfois des situations qui peuvent être extrêmement problématiques pour le budget des ménages. Des personnes qui avaient 4 000 € de dette, par exemple, avec un opérateur. Et bon, on arrive à avoir vraiment échelonné, etc. Mais il faut qu'il y ait des médiateurs, des gens qui interviennent. Et justement, je voudrais juste continuer un tout petit peu, et je ne m'attarderai pas sur le sujet. Il y a aussi la question du... Donc on a parlé de la langue, donc du problème financier aussi, mais il y a aussi le handicap, où quand on commence à vieillir parfois aussi, où il y a un certain nombre de petits soucis qui arrivent au fur et à mesure. Ça peut être donc les problèmes de vue, mais aussi les mains qui sont peut-être moins habiles, notamment avec la souris. Un certain nombre de choses qui font qu'au fur et à mesure, ça devient aussi un peu délicat d'accéder au numérique quand on est malvoyant, ou même parfois quand on a des problèmes donc, un peu plus graves, même avec des maladies, etc. Et il existe un certain nombre de logiciels, donc il y en a qui sont libres, d'autres non, et on les a installés sur les pôles de démonstration. Notamment, il y en a un qui est très très bien, qui permet de déplacer donc, le pointeur, c'est-à-dire votre souris sur l'écran, mais sans avoir de souris physique, c'est-à-dire qu'on bouge la souris avec les yeux en fait. C'est-à-dire que c'est une webcam, avec le système de la webcam, vous pouvez déplacer votre pointeur sur l'ordinateur pour vous déplacer dans l'ordinateur. Et vous pouvez aussi cliquer. Donc je vous laisserai regarder sur les pôles comment ça se passe. Donc c'est les 2 pôles avec les webcams. On vous accompagnera pour vous montrer comment ça se passe. Où vous allez pouvoir faire des essais. Donc ça c'est plutôt les personnes qui maîtrisent, qui n'ont pas le visage de la main pour pouvoir l'utiliser. Il y a aussi un certain nombre, donc on parlait de logiciels, mais aussi d'applications donc qui sont valables sur les smartphones, les tablettes, qui peuvent aussi simplifier certaines choses, notamment pour les personnes malvoyantes, où il y a des claviers qui sont audio, ça veut dire qu'on vous énumère les lettres. Pour pouvoir taper, etc. Donc on a installé aussi un clavier numérique, vous allez voir, je vais vous laisser sur l'épaule aussi bidouiller, hein, c'est le but de la soirée aussi, c'est de continuer la discussion, mais en bidouillant et touchant un petit peu les outils de plus près. Il y a aussi un certain nombre d'applications, d'autres applications, notamment avec du braille aussi pour les personnes qui sont aveugles. Toutes ces applications, toutes ces listes d'applications, on va les mettre sur notre site aussi, donc vous pourrez avoir la liste de toutes ces applications. Aussi, on a donc les 2 prochains ateliers à l'espace public numérique, donc je rappelle les 12 et 26 mars, par rapport à cette question-là, notamment le premier, donc ce sera sur plutôt comment paramétrer son système d'exploitation. Alors c'est un nom barbare, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais c'est un petit peu comment sur votre ordinateur, si par exemple vous avez des problèmes de vue, etc., comment on fait pour grossir, rien que là, vous voyez mes fenêtres, il y a une façon aussi où on peut paramétrer pour que ce soit beaucoup plus gros si vous avez des problèmes de vue par exemple. Il y a aussi comment faire pour avoir accès à des choses plus facilement sans pour autant avoir à taper tout le temps sur internet des adresses de sites ou des mots si vous ne savez plus trop comment ça s'écrit, etc. On va vous expliquer aussi comment on peut, comme ici je vais vous montrer, ça c'est une interface que nous on a paramétrée, notamment pour notre public qui ne maîtrise pas trop la langue. Vous voyez, quand on est sur internet, il n'y a pas besoin d'aller taper l'adresse du site, etc. Il y a des grosses icônes, donc ces gros dessins-là. Si par exemple il veut faire des exercices de souris, il a juste à cliquer. Et on arrive sur les exercices. Il y a en aucun cas, on va écrire en fait. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on met en place aussi, sur lesquelles on travaille, pour un petit peu simplifier nos pratiques aussi sur l'ordinateur. Donc évidemment, ces 2 ateliers vont aller dans ce sens, et le deuxième, le 26 mars, sera sur tablette, où on parlera plus de géolocalisation aussi, c'est-à-dire c'est des applications
qui vont vous permettre de vous déplacer aussi, etc., notamment pour des personnes qui sont malvoyantes. Aussi, il y a des applications qui sont audio. Ça veut dire que vous avez un casque et on vous explique un certain nombre de choses aussi. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Je ne m'attarderai pas sur cette question-là trop non plus parce que là, ça va être le temps de toucher un petit peu au pôle. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On va aller près des pôles aussi, on va pouvoir continuer à discuter. Et il y a surtout l'apéritif à la fin, hein, quand même. On n'est pas venu là que pour discuter, n'est-ce pas? Donc organisé une fois de plus, et je les en remercie par certaines personnes de l'espace public numérique, donc Claudine, Léonore et Marie-Danielle qui doit être au fourneau, puisque je ne la vois pas. Je les remercie une fois de plus d'avoir organisé cet apéritif qui, je pense, va être très très bon parce que j'ai vu de très belles choses dans la cuisine. Donc s'il vous plaît, ne partez pas. Hein. Voilà. Autrement, je vous remercie aussi d'être venus si nombreux. Et le prochain apéritif, si tout va bien, sera le 21 mai sur l'économie du numérique. Voilà. Donc s'il y a des petites questions, on va tous aller vers les pôles, continuer à discuter et voilà. Merci beaucoup. Parce que c'est pas les mêmes. Ah oui. Ouais. Ah ben oui, ouais.